Rien de tout cela n'a été voté. Et en tant que chef de file de la France Insoumise de la 2e circonscription du Pas-de-Calais, je ne peux que le regretter. Dans une région des plus touchées par la pauvreté, il est urgent d'agir. Pourquoi ? Parce que la députée de cette circonscription, Madame Maquet, joue la fantôme. Elle ne nous représente pas. Elle défend le gouvernement de la majorité, c'est-à-dire les plus riches. Nous ne la voyons ni dans leur toit, ni dans l'hémicycle. Alors, où est-elle ? Ces élections passées, il nous faut maintenant s'emparer de la rue pour montrer notre colère. Nous vous invitons dès demain à faire grève par l'appel de l'intersyndicale. Et ce samedi 21 janvier, nous nous mobiliserons à Paris pour sauver nos retraites à l'appel des organisations de jeunesse. Maintenant, je vais vous présenter le nouveau clip pour préparer cette période de manifestation et de révolte. Maintenant, c'est l'heure pour moi de laisser la parole à nos camarades députés qui luttent quotidiennement pour une politique plus juste en faveur de toutes et tous. J'ai donc l'honneur de laisser la parole à Aurélie Troubé, députée de la Seine-Saint-Denis. Hendrik David, député de Marseille. Emmanuel Bompard, député de Marseille ainsi que coordinateur de la France Insoumise. On peut les applaudir. Alors bonsoir Borin et merci pour votre accueil. Alors c'est déjà assez surprenant cette soirée. C'est une soirée qui est historique parce que c'est pas souvent qu'il y a 2 députés de Marseille à Borin. Et puis surtout la première chose que je vais vous dire, c'est que c'est une soirée particulière parce qu'on est à une veillée d'armes. Demain est une journée importante avec la grève du 19 et ça peut changer la phase du quinquennat. Je pense que toutes et tous ici, vous en avez conscience. Donc la première chose que je vais essayer de détailler, c'est le moment politique. Pour qu'on ait les uns et les autres conscience que ce moment politique est un peu particulier et que c'est un moment qui peut être historique. On ne sait pas s'il sera historique, on verra, mais il peut l'être. Alors quel est le moment politique? Alors si on prend le temps long, moi, j'ai commencé en 95 sur une autre grève. C'était une grève aussi pour la sécurité sociale. C'est en 95 que j'ai commencé à militer. Et si on prend le temps long, en réalité, on est à un moment que j'appellerais un moment populiste. Parce qu'il se passe quelque chose d'assez important. C'est que ceux qui nous dirigent n'ont plus de majorité d'idées. Ceux qui nous dirigent, et c'est à l'échelle du monde, finalement, n'ont plus de projet de société qui nous fait rêver. Et ce qui se passe, c'est qu'un peu partout dans le monde, et notamment depuis 2008, il y a des mouvements partout. Il y a aussi des victoires à gauche, notamment dans le sous-continent sud-américain. Et donc, on est dans un moment où l'espoir est possible. Un autre monde est possible. C'était notre slogan de campagne.
Et ça se traduit en France, très concrètement, là, aujourd'hui. Ils n'avaient plus de majorité politique, à mon avis, y compris depuis 2017, pour faire ce qu'ils ont fait. Mais là, en 2022, ils n'ont même plus de majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, c'est la NUPES qui est arrivée en tête. Et je pense qu'on n'a pas assez dit et redit que nous sommes majoritaires. La NUPES est majoritaire à la législative. Donc, on est à ce moment-là, ils ne sont pas majoritaires ni dans la tête des gens, et ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, et pourtant, ils ont décidé de faire une attaque massive sur les retraites. Et donc, c'est pour ça que ce moment est très important. Imaginez si on gagne, évidemment, ça change la face. Moi, je pense, et on en redébattra peut-être ensemble, je pense que si on gagne, il est contraint à un moment ou à un autre de dissoudre l'Assemblée nationale. Et s'il dissout l'Assemblée nationale après une victoire sur les retraites, c'est nous qu'on peut gagner. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête les uns et les autres quand on va rentrer en lutte. Par contre, si on perd, pourquoi le moment est important? Parce que de l'autre côté, il y a le Rassemblement national. Ils sont 89 à l'Assemblée nationale, beaucoup trop nombreux. Et le racisme, leurs idées prospèrent dans la société. Et notamment dans le Nord, mais aussi dans le Sud-Est. C'est pour ça que c'est intéressant, y compris, de partager et de confronter nos vécus, etc. Parce qu'on est, nous aussi, entourés d'une ceinture du Rassemblement national à Marseille. Donc il y a un risque. On est sur une ligne de crête. On peut gagner, mais si ça bascule du mauvais côté, c'est aussi eux qui peuvent gagner. Alors maintenant, pourquoi les retraites? Et pourquoi c'est important? Alors les retraites, d'abord, moi j'ai toujours envie de replacer ça dans le contexte de la sécurité sociale. Notre régime des retraites, c'est une des branches des 5 branches de la sécurité sociale. Pourquoi ils attaquent les retraites? Alors il y a bien des logiques politiciennes. Macron veut peut-être faire l'unité avec LR et donc avoir une majorité. Ça c'est vrai. Mais ça n'explique pas tout. Les retraites, ils ont attaqué en 95, en 2003, en 2009, en 2019. Et à chaque fois, il y a eu des luttes massives. Donc ils savent que ça va forcément aller à la confrontation. Et donc moi, je voudrais que les uns et les autres, on ait conscience d'une chose. Pourquoi ils attaquent notre régime des retraites? Parce qu'ils veulent récupérer l'argent qui est notre argent. Parce que depuis 1946, la sécurité sociale, c'est notre argent à nous, les travailleurs. C'est même pas l'argent de l'État à l'origine, en 1946, quand la CGT et les sections CGT se mettent à construire la sécurité sociale. Il faut faire un peu d'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que certes, il y a eu un décret ministériel, mais ensuite, ça a été construit à la base. Et c'était construit à la base. Pourquoi? Parce que les travailleurs voulaient eux-mêmes gérer leur caisse de retraite. Et donc, c'est 470 milliards, le budget de la sécurité sociale. Le budget de l'État, c'est 350 milliards. Et ça les rend fous. C'est 470 milliards qui ne sont pas touchés par le capital et qui ne sont pas utilisés pour faire de la spéculation. Et donc, ils viennent régulièrement essayer d'attaquer ça. Et comme ils ne peuvent pas l'attaquer frontalement, ils font des réformes qui attaquent le système, qui font que vous aurez des retraites avec des salaires plus bas, et en même temps, ils font des pubs un peu partout pour que vous fassiez de la capitalisation et que vous épargniez pour votre retraite. Je pense que les uns et les autres, on a reçu ces pubs. Et c'est ça leur objectif. Parce que, et là, je vais commencer à vous expliquer quelques chiffres. La capitalisation en France, elle est passée déjà de 8% à 16% depuis 2006. De 8 milliards à 16 milliards depuis 2006. Bon. Mais globalement, sur 330 milliards de dépenses de retraite, c'est pas beaucoup. C'est pas assez pour eux. Et la capitalisation, elle représente... En Suède, 100% des salariés ont de la capitalisation. Aux États-Unis, c'est 60%. En France, c'est que 10%. Et donc, franchement, il faut que vous ayez en tête qu'ils ne veulent pas faire une réforme juste pour économiser un peu pour dégager 12 milliards pour ça. Non, ils veulent faire une réforme pour récupérer tout cet argent-là et pour pouvoir en faire de la spéculation. Et de la spéculation, si ensuite votre retraite, c'est par épargne, la prochaine crise financière, votre épargne, elle disparaît. Et vous n'avez plus de retraite, comme aux États-Unis après 2008. Donc il faut que vous ayez tous et toutes conscience de ça. Alors ensuite, pour faire accepter ça, évidemment, ils font quoi? Ils mentent et ils prennent des fausses évidences. Donc je vais commencer par essayer de déminer ces fausses évidences et ces mensonges. Premier mensonge. Ah on vit plus longtemps, donc c'est normal, on doit travailler plus longtemps. Alors, méfiez-vous toujours du c'est normal. D'abord, au sens de l'histoire. Globalement, qu'est-ce qui se passe? C'est globalement, on travaille de moins en moins.
mais le temps de travail a diminué, historiquement depuis un siècle et demi. Et globalement, l'espérance de vie a augmenté. Donc les deux, en fait, sont anticorrélés. Ça va dans deux sens différents. Donc, et méfiez-vous toujours des fausses évidences biologiques. Bon, parce que le sens de l'histoire, c'est le contraire. C'est de dégager de plus en plus de temps libre. Et puis, en plus, ils mentent. Parce que globalement, l'espérance de vie, elle stagne. Elle stagne aujourd'hui. Hein. Et donc, on est passé pour les femmes, je vais prendre juste les espérances de vie pour les femmes, on est passé de 84 ans et demi à 85 ans et demi en 10 ans. Et là, d'ailleurs, dans les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, un de leurs scénarios très optimistes dit que finalement, les femmes, leur espérance de vie arrivera jusqu'à 89 ans et demi. Donc, ils prennent des hypothèses complètement farfelues parce qu'actuellement, ça stagne. Et après, avec ces hypothèses, ils vous disent, c'est le deuxième point, ah bah finalement, la part des actifs sur les retraités, ça va pas, il y a de plus en plus de retraités, donc le ratio entre les actifs pour les retraités, vous avez entendu ça, Borne, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Bon, alors sur les actifs retraités, on est passé en gros de 2,6 à 1,7 aujourd'hui, sur 20 ans, depuis 90, et c'est vraiment un temps long, c'est vrai, il y a eu une bascule, puisque les gens vivent effectivement plus vieux dans cette période-là. Mais on va aller à 1,7 et on va peut-être aller à 1,5 selon leur scénario. Donc vous voyez, on est passé de 2,6 à 1,7 et finalement le régime est toujours à l'équilibre. Et on va passer de 1,7 à 1,5 selon les scénarios du corps. Donc ils nous agitent des chiffons rouges comme ça. Et il ne faut pas se laisser intoxiquer. Il faut dire aux gens, non, tout ça c'est des mensonges. Mensonges, mensonges, mensonges. Ensuite, il y a évidemment le coût de l'argent. Les retraites. Ça nous coûte trop d'argent, ça pèse trop sur l'activité, il faut dépenser moins pour les retraites. Alors là, on peut même utiliser le Conseil d'orientation des retraites. Ce qu'ils disent dans leur introduction, c'est quoi? C'est que le seul indicateur qui compte, c'est la part de dépenses des retraites dans le produit intérieur brut. Donc qui est en gros la richesse produite. Cette part-là, elle est de 14% en France. À peu près la même chose que dans tous les pays qui nous entourent. Sauf qu'on part d'ailleurs, notre système, c'est une des preuves que notre système est assez efficace, parce qu'ils partent plus tard à la retraite, mais la dépense à l'arrivée est la même entre les différents pays. Bon, je signale au passage. Mais c'est 14%. Et dans les scénarios du Conseil d'orientation des retraites, ce ratio-là diminue. En fait, il va diminuer vers 13%, 12%, ça dépend des scénarios. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Il y a un problème conjoncturel, parce qu'on va avoir un petit déficit à un moment donné, selon leur scénario, hein, parce que vous l'avez vu et entendu, globalement, ils se sont déjà trompés en 2022, 2021. Ils nous disaient qu'on aurait 22 milliards de déficit, finalement on est en excédent. Donc leurs scénarios, ils sont douteux. Mais en plus, même selon leur scénario, cette part-là va diminuer. Donc il faut vraiment avoir conscience que tout ce qu'ils nous racontent là, c'est des mensonges pour essayer de nous faire accepter l'inacceptable. Et à mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut que les uns les autres, dans les assemblées générales, quand vous allez travailler, allez discuter avec vos collègues, il faut vraiment déminer ça. Alors, si vous retardez l'âge de départ à la retraite, je vais vous dire deux choses. Mes collègues, qui connaissent mieux d'ailleurs ce dossier que moi, je pense, vont être plus précis. Moi, je vais vous dire deux choses assez simples. La première chose relativement simple, c'est que si vous allongez le temps de cotisation, vous passez de 42 à 43 ans, vous augmentez la probabilité que des gens partent avec des décotes, c'est-à-dire avec une retraite qui est incomplète. Donc mécaniquement, quoi qu'ils vous disent, il y aura des baisses de pension en réalité. C'est ce qu'on va avoir, ça c'est sûr. Et l'autre chose qu'ils ne nous disent pas, c'est si vous partez à la retraite plus tard, qu'est-ce qui se passe? Soit vous êtes souvent au chômage, donc vous basculez finalement ce que vous gagnez sur une des branches de la sécurité sociale, qui est les retraites, ça se reporte sur l'autre branche, qui est la caisse chômage. Et si vous êtes en mauvaise santé pendant cette période-là, ça bascule dans la branche maladie. Et évidemment, quand on est au travail, on a plus de chances d'être malade et de se retrouver à l'hôpital, etc. Donc vous voyez, en fait, et ça coûte, ça a été chiffré, hein, ça coûte 7 milliards d'euros. Donc ils vont économiser, soi-disant, en nous faisant travailler plus longtemps, 17 milliards, mais déjà il y a 7 milliards, ça ne va pas dans le bon sens. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut se mobiliser. Mais pour revenir à ce que je vous disais en introduction, pour se mobiliser, nous avons absolument besoin de prendre conscience qu'en face, ils ne lâcheront pas facilement. C'était le cas déjà en 1995, c'était le cas en 2003. Le niveau de radicalité qu'il faut qu'on ait,
radicalité politique, que ce soit à l'Assemblée ou dans la rue, il doit être assez élevé. Parce que s'il lâche, c'est tout qui lâche dans le système. Donc il faut qu'on ait tous et toutes conscience de ça. Il faut être lucide par rapport à ça. Et donc ça veut dire que la grande journée de demain, elle est importante. Il faut qu'on soit au moins 1 million de personnes dans la rue, effectivement. Mais il faut qu'on soit aussi nombreux à être grévistes. Et puis il faut que ça aille plus loin. Et là, on peut revenir sur l'histoire. Ma dernière partie, ça sera sur ça. C'est-à-dire comment on fait pour gagner. Et bien dans l'histoire, on voit qu'à chaque fois, en 95, 2003 et même en 2019, quand on a pu gagner, c'est quand une masse significative de salariés se mettait en grève, et notamment en grève reconductible, et par les assemblées générales, décider de l'avenir du mouvement. Ce n'est pas forcément la grève qui est importante d'ailleurs. C'est le fait que ce n'est plus les directions syndicales ou politiques qui décident de l'avenir du mouvement, mais c'est les salariés et puis les citoyens organisés qui, à un moment donné, décident de comment ils vont continuer le mouvement. Et donc ça, ce qui est important, c'est les uns les autres de s'assurer que dans vos boîtes, demain, eh ben, finalement, il y ait des assemblées générales. Moi, ce que j'ai vu, c'est que la plupart des syndicats, en tout cas dans les branches, ils appelaient à des assemblées générales dans les boîtes pour décider de ce qu'on fait le lendemain. Moi, je ne sais pas s'il faut reconduire, ça dépend. Dans une école, peut-être c'est possible, dans une école, c'est pas possible, etc. Mais en tout cas, si on y va fort et qu'il y a des reconductions dans certains secteurs, comme l'énergie, comme c'est appelé par les syndicats de la CGT de l'énergie, et que ça reconduit, le niveau de rapport de force ne va pas être le même. Et je ne sais pas en combien de temps on peut le faire céder, mais on peut le faire céder assez vite, en fait. Et ça, il faut que nous, on retrouve confiance dans notre capacité et notre force. Et c'est aussi comme ça qu'on combattra l'extrême droite. Alors, je vais maintenant conclure, pour ne pas être trop long. Première chose, demain, évidemment, on est en manifestation et en grève le 19. Si possible, ça continue. Moi, je pense aussi que ça serait bien qu'il y ait des collectifs de défense des retraites. Je défends un peu ça. C'est dans vos cités, dans vos quartiers, dans vos villes. Essayez de voir comment vous pouvez réunir toutes les énergies possibles. Et puis le 21, on monte à Paris avec les jeunes pour manifester. Et après, on continue, on continue, on continue. Et on espère qu'on gagnera. Et moi, je voudrais que la résignation, elle soit battue ici. Parce que sincèrement, on peut gagner. Dans l'histoire, on a montré qu'on était capable de faire céder les gouvernements. Il faut qu'on retrouve cette confiance-là. Et si on la retrouve, on va pouvoir gagner. Et ça, c'est vraiment notre travail, les uns et les autres. Si on regarde à l'échelle internationale, en plus, on est dans les planètes s'alignent. Hein. En Angleterre, il y a eu une grande grève de plus d'1 million de travailleurs. Il y a des tas d'autres pays qui sont en grève sur la vie chère. Il y a eu déjà des mouvements très forts à l'automne sur l'énergie et la vie chère. La colère, elle est là, elle est palpable. Donc, il faut qu'on y aille tous et toutes ensemble. Donc, pour conclure, moi, je pense que nous devons gagner cette bataille des retraites. Si nous la perdons, je vous l'ai dit, ça va être très difficile ensuite. Je pense que nous pouvons gagner et nous allons gagner. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse d'être dans le Pas-de-Calais, à Borin avec vous. Donc voilà, je vais vous parler aussi évidemment de la réforme, de cette bataille contre la réforme des retraites. Et je vais me permettre de faire une petite séquence explication un peu en détail sur les conséquences sociales de cette réforme des retraites. Bon, j'espère voilà, être assez pédagogique, mais je pense que c'est important d'avoir tous des arguments aussi, parce qu'il va falloir qu'on aille faire une grande campagne d'éducation populaire partout, comme on a fait, je me dis, contre le traité constitutionnel européen. C'est-à-dire faire des cafés populaires, aller sur les marchés, aux sorties d'école, discuter avec les parents d'élèves, etc. Voilà, partout dans les entreprises, évidemment, montrer à tout le monde que tout le monde est concerné et voilà, vraiment expliquer à quel point, en fait, c'est une régression sociale historique. Pourquoi? D'abord parce que ça va à l'inverse totalement du sens du progrès social. Puisque c'est quoi le progrès social? C'est, eh bien, en tout cas jusqu'il y a 20 ans, ça a été de diminuer le temps de travail dans la semaine. D'abord, c'est nous, vous savez qu'on porte les 35 heures et même l'expérimentation des 32 heures. C'est aussi de le diminuer dans l'année, raison pour laquelle nous plaidons pour une semaine de congés payés en plus, mais c'est aussi de diminuer le temps de travail dans la vie. Dans un pays qui est de plus en plus riche, sur un grand pas de temps, sur un siècle où la productivité du travail n'a fait qu'augmenter, eh bien, c'est quoi le progrès social? C'est que chacun puisse, d'abord, qu'on puisse partager le travail, parce que je rappelle qu'il y a quand même 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi. Donc, si on veut travailler plus, déjà,
Eh ben, faisons en sorte que ces 6 millions de chômeurs puissent trouver un emploi digne. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et puis, le sens aussi du progrès social, c'est que chacun puisse travailler moins dans sa vie. Et c'est là qu'on a, en fait, à travers cette réforme des retraites, un projet de société qui est orthogonal. Enfin, nous avons un projet de société qui est complètement opposé et orthogonal à celui de la Macronie. Alors d'abord, pourquoi? Parce que cette réforme, il faut bien là, le répéter à tout le monde, c'est en moyenne une diminution du temps de retraite d'1 an, malgré l'espérance de vie qui augmente. Je m'explique. En moyenne, hein, les mesures qu'on fait, c'est que tout le monde perdra au moins 1 an de temps de retraite. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que nous considérons d'abord que la retraite, c'est le droit au repos. Alors je dis ça, ça vous paraît peut-être complètement évident. Il faut savoir qu'hier, j'ai fait un débat avec une députée à la télé macroniste qui me dit « Quoi, vous parlez de droit au repos alors que nous sommes pour le travail ?» Ah, évidemment, vous êtes contre le travail. Alors, je lui réponds, je lui dis, écoutez, venez sur un marché avec moi, parce que ce week-end, les gens m'ont répondu, moi, je suis femme de ménage, moi, je suis ouvrière, moi, je suis, je suis aide-soignante, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je suis déjà épuisée par le travail. Et là, on va me demander de faire, non pas de travailler jusqu'à 62 ans, mais jusqu'à 64 ans, je n'en peux plus. Voilà. Et à un moment donné, il faut aussi rappeler les réalités. C'est ça la réalité. C'est le droit du repos, voilà, pour tout le monde d'ailleurs. Le droit à une retraite digne pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une différence aussi de conception avec les macronistes. C'est que nous considérons que les retraités, ce n'est pas une charge pour la société. Parce que finalement, alors évidemment, eux calculent tout avec le produit intérieur brut. Voilà. Mais nous, on considère qu'il y a des choses qui ne se calculent pas dans le PIB, mais qui sont une richesse pour la société. Par exemple, vous savez qu'il y a 2 enfants sur 3 qui sont gardés au moins occasionnellement par leurs grands-parents. Alors moi, hier, j'ai raconté, moi, quand j'étais heureuse quand ma fille est née, que ma mère, c'était le moment où elle est partie en retraite et elle a pu s'occuper, elle a pu s'occuper en partie de ma fille. Voilà, mais il faut aussi avoir en tête que 2 retraités sur 3 sont bénévoles dans une association. Il faut aussi se rappeler que la plupart des petites communes, eh bien, les maires, ce sont des retraités. Qui va faire tout ça? Qui va faire tout ça quand on aura encore diminué le temps de retraite et cette possibilité? Eh bien, de faire des activités utiles pour la société. Des activités d'abord auxquelles on a le droit. Se reposer, cultiver son jardin, profiter de ses amis, de son compagnon, de sa compagne, etc. Mais aussi tout un tas d'activités qui ne sont pas comptées dans le PIB, mais qui sont extrêmement riches pour la société. Alors, c'est aussi une réforme qui va se faire au détriment des plus pauvres. D'abord, quand je vous dis que le temps de retraite va être diminué, en fait, il va être diminué d'abord et avant tout pour les plus pauvres. Parce que vous savez qu'aujourd'hui déjà, eh bien, le temps de retraite est beaucoup plus faible pour les 20% les plus pauvres par rapport aux 20% les plus riches, en réalité. Et alors, je suis désolée, ce n'est pas très réjouissant, je vais vous parler de la mort. En fait, en réalité, déjà aujourd'hui, à 62 ans, quand on prend les 5% des hommes les plus pauvres, à 62 ans, il y a déjà 1 homme sur 4 qui est mort. Et donc évidemment, vous allez, si vous passez de 62 à 64 ans d'âge moyen de retraite, vous savez ce qu'on a calculé avec les camarades. Ce qu'on a calculé, c'est que ça fait 15 000 personnes en plus chaque année enfin 15 000 morts, si vous voulez, 15 000 personnes qui ne verront pas la retraite en plus. Il faut bien savoir que ça va concerner en particulier les plus pauvres. C'est-à-dire que la probabilité d'être mort avant la retraite, excusez-moi, mais voilà, c'est des réalités, hein, la probabilité d'être mort avant la retraite, avec cette réforme, ce sera 15%. Pour les 20% les plus pauvres, ça sera 15% qui ont une probabilité d'être morts avant la retraite, et 3% pour les plus riches. Voilà, pour dire aussi que c'est une réforme absolument antisociale, j'ai envie de dire aussi anti-pauvre, anti-femme, je vais en parler tout à l'heure, anti-carrière longue aussi, je vais en parler. Donc c'est une réforme profondément injuste, profondément inégale sur le plan social. Alors je vous disais aussi, c'est une réforme antisociale dans le sens où elle va aussi profondément aggraver le chômage. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, excusez-moi pour les termes, les NER. Alors mais derrière ça, il y a une réalité terrible.
ce qu'on appelle les NER chez les économistes. C'était mon boulot jusqu'à il y a quelques mois. Quand on parle des NER en économie, c'est en fait une catégorie qui signifie ni en emploi, ni en retraite. C'est-à-dire tous ces gens qui, par exemple, à 61 ans, ne sont pas en emploi ni en retraite parce qu'ils sont au chômage, au RSA, invalidité, maladie professionnelle, etc. Ou alors qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrits officiellement à Pôle emploi, mais qui ont déjà abandonné, parce qu'ils savent qu'à 61 ans, c'est très très dur de trouver du boulot. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Alors sachant qu'aujourd'hui, vous savez quelle est la proportion de ces personnes-là qui sont ni en emploi ni en retraite à 61 ans? 1 sur 4, déjà, à 61 ans. Et donc là, on va prolonger de 2 ans l'âge de départ moyen à la retraite. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? Et là, c'est vraiment des études très fines qui ont été réalisées par différents instituts économiques, notamment l'OFCE, sur lequel on s'appuie beaucoup. Et bien, en fait, la plupart de ces gens-là ne trouveront pas d'emploi. C'est faux ce qui est dit que ça va en fait faire travailler plus. Pour la plupart des gens, ça ne les fera pas travailler plus. Ça leur fera augmenter leur période de précarité. C'est-à-dire ce sas de précarité qu'on a entre le dernier boulot et le départ en retraite. Parce qu'on est au chômage, en invalidité, etc., mais qu'on n'a pas atteint l'âge légal de départ en retraite. Vous voyez? Donc en reportant de 2 ans l'âge légal de départ en retraite, eh bien vous augmentez, vous élargissez cette période, cette grande période de précarité, où la plupart des gens sont sous le seuil de pauvreté, en réalité. Et puis il y a une autre conséquence. C'est qu'en fait, ça va augmenter le chômage général, parce qu'il y aura quand même des seniors qui vont travailler plus longtemps. Mais enfin, il ne faut pas être Einstein pour comprendre que si vous faites, je veux dire, le travail, voilà, il y a un certain nombre d'emplois. Si vous faites travailler les seniors plus longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura du travail en moins pour tous les autres. D'accord? Et donc, l'OFCE nous calcule ceci, l'Observatoire français de conjoncture économique nous calcule ceci, c'est que ça va produire 280 000 chômeurs en plus, mais aussi d'un strict point de vue budgétaire, parce qu'on a parlé, il nous parle tout le temps de coûts, hein, faire des économies, mais le chômage, ça coûte en fait, plus 3 milliards de dépenses. Et en fait, on calcule qu'on a des milliards et des milliards de dépenses supplémentaires qui seront liées au chômage supplémentaire et qui seront liées aussi aux dépenses de santé supplémentaires. Parce que vous allez faire travailler, non seulement vous allez créer du chômage pour tout le monde, mais vous allez faire travailler les seniors, donc les plus âgés, et donc des gens qui auront beaucoup plus facilement des maladies professionnelles, qui seront bien davantage épuisés au travail, et donc ça va augmenter les dépenses de santé. Voilà, c'est ça qui va se passer derrière. Donc même d'un strict point de vue, parce que des fois, eux, dans leur logiciel, c'est quand même compliqué de leur faire rentrer la vie des gens concrètes, surtout des catégories sociales les plus défavorisées, mais même si on parle avec leur logiciel, c'est-à-dire parlons sous-sous, eh ben, en fait, ça fait des milliards et des milliards en plus de coûts liés au chômage et voilà, à la dégradation de la santé. Parce que travailler plus longtemps et plus âgé, ça dégrade énormément plus la santé que quand on a 30 ans, tout simplement. Voilà, et puis évidemment, je pourrais finir par une grande boucle économique globale, c'est que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez produire plus de chômage, et c'est ce que Marx appelle l'armée de réserve, c'est-à-dire que plus il y a de chômeurs, eh ben, moins les salariés ont de capacité à négocier leur salaire. Donc plus vous allez baisser les salaires, donc plus vous allez, plus vous allez réduire la demande populaire, puisque vous diminuez les salaires notamment des classes les plus défavorisées, donc vous diminuez la demande populaire, et donc vous diminuez la demande qui est faite aux entreprises, donc vous diminuez l'emploi, etc. Et c'est comme ça que vous créez une boucle austéritaire. La boucle de l'austérité, c'est la conséquence de ce projet néolibéral capitaliste financier qui, voilà, et vous voyez à quel point, en fait, pourquoi c'est la mère des batailles? Parce que c'est aussi la mère des réformes pour Macron. Tuer ce pilier, ou en tout cas démanteler, affaiblir ce pilier social qui est celui des retraites, vous voyez bien que c'est, en fait, pour lui, un nerf de la guerre. Un nerf de la guerre du capitalisme financier. Il faut abattre.
Il faut vraiment c'est de faire passer cette réforme. Vous voyez bien tout ce que ça va produire derrière. Y compris produire du chômage, diminuer les salaires, et donc nourrir quoi? Le capital. Voilà. Et donc au fond, on arrive toujours à la même chose, c'est le partage de la richesse entre le capital et le travail. Cette réforme est une grande réforme pour extirper les revenus du travail produits par le travail vers le capital. Voilà, ça c'est le... Alors, je voulais arriver quand même à... Il me reste 5 minutes, c'est ça? Oui, je crois. Ouais. Je voulais arriver à la question essentielle des femmes, parce qu'il y a certaines catégories de personnes, certaines populations qui vont être particulièrement affectées par cette réforme, en particulier les femmes. Vous vous souvenez de Delevoye qui nous disait les femmes grandes gagnantes, et puis nous on répondait grandes perdantes. En fait, qu'est-ce que fait cette réforme? Non seulement elle prolonge de 2 ans l'âge légal de départ à la retraite, mais elle accélère ce qu'on appelle la réforme Touraine, qui avait été mise en place, n'est-ce pas, par le gouvernement sous François Hollande. Cette réforme Touraine, eh bien, elle fait passer de 42 à 43 annuités obligatoires pour toucher la retraite à taux plein. Et bien là, cette réforme, elle va accélérer le calendrier de la réforme Touraine. Elle va faire en sorte que, en fait, le fait d'avoir 43 annuités obligatoirement pour avoir le taux plein, elle va faire en sorte que ça arrive beaucoup plus vite. Donc là, vous avez 6 générations de femmes sacrifiées. Beaucoup plus vite que si la réforme ne passe pas. Et pourquoi c'est les femmes les premières impactées? Vous comprenez bien que atteindre les 43 annuités, c'est beaucoup plus compliqué pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont des carrières hachées, des temps partiels, parce qu'elles ont des enfants, qu'elles s'arrêtent plus facilement, etc. Donc c'est les femmes qui n'arrivent pas, la plupart du temps, à avoir ces 43 annuités. C'est ce qui fait d'ailleurs que dès aujourd'hui, les femmes partent plus tard à la retraite. L'âge de départ, un moyen pour les femmes, c'est beaucoup plus tard que les hommes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi, alors parce qu'elles ont aussi des salaires plus faibles dans leur vie, c'est ce qui fait qu'elles touchent à peu près 200 € de moins que les hommes en moyenne. Elles touchent 900 et quelques euros en moyenne de retraite, quand les hommes touchent 1100 €. D'accord ? Et donc cette réforme va évidemment approfondir très certainement cette inégalité de pension notamment pour les femmes. Dernière chose pour les femmes, ça va affaiblir le bénéfice. Je ne rentre pas dans les détails, mais on pourrait revenir si vous voulez en aparté, mais ça va affaiblir le bénéfice qu'on a de nos trimestres pour enfants. Pourquoi? Parce que pour certaines, en fait, ça permettait justement d'avoir plus vite ces annuités. Mais elles devront quand même atteindre non plus les 62, mais les 64 ans. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, en fait, ce qu'on calcule, c'est qu'elles perdent beaucoup plus vite. Enfin, ça affaiblit ce bénéfice qu'on a quand on a 1, 2, 3 gosses. Voilà, voilà. Je voudrais en arriver une dernière chose aux intox. Et ça, c'est important parce que, alors, on a un enfumage complet par le gouvernement, à tel point d'ailleurs, je vous le dis, qu'il refuse maintenant de débattre, parce qu'on est quand même plusieurs à avoir entendu. Moi, je devais avoir un débat, par exemple, ce matin sur une matinale, mais ils m'ont expliqué que personne ne voulait venir débattre, en fait. En fait, même leurs intox ne tient pas vraiment debout, et je vais vous le dire pourquoi. Donc, enfin, bref, ce qu'on entend là, par exemple, c'est que petit à petit, c'est qu'ils ne veulent pas venir débattre avec nous sur les plateaux, etc. Bon, et je vais vous dire pourquoi, parce que leurs intox, elles sont... Alors là, c'est des caricatures, quoi. Je vais vous donner un exemple qui est quand même le meilleur, qui est celui des 1 200 €. Ils nous disent, vous avez entendu, hein, c'est leur grand truc, vous allez pouvoir gagner tous 1 200 € au mois. Alors, quand même, quand ils sont honnêtes, ils rajoutent, pour une carrière à taux plein, il faudrait rajouter au SMIC. Parce que je vais vous raconter l'entourloupe. Bon, déjà, c'est 1 200 brut, enfin, c'est 1 150 net, mais il faut une carrière complète au SMIC. Donc si vous avez une partie de votre carrière qui est au-dessus du SMIC, ça ne marche pas. Et en réalité, c'est un article de Mediapart qui montre qu'en fait, ça concernerait 48 personnes. Non, mais je vais vous dire, ce n'est pas une blague, vous pouvez aller voir. D'ailleurs, après, ils ont essayé d'avoir une réponse du gouvernement qu'ils n'ont pas eue. Mais déjà, vous enlevez tous les fonctionnaires. C'est impossible, de fait, de rentrer dans ce schéma. Vous enlevez, les femmes, parce qu'il faut, la plupart des femmes, parce qu'il faut une carrière à taux plein. Vous enlevez la plupart des pauvres, parce que vous savez que parmi les 20% les plus pauvres, il y en a 9 sur 10 qui n'ont pas de carrière complète. Vous voyez, donc petit à petit, il reste plus personne, quasiment. Et puis alors, la plus grosse entourloupe, quand même, c'est qu'en fait, c'est dans la loi depuis 2003, quand même.
Donc là, vraiment, à travers ça, on a, on a la pire intox qui soit. Mais il y en a d'autres. Il y a celle des carrières longues. Alors ils nous disent quand ça va s'améliorer. Eh ben moi, je leur ai pris un cas concret. Aucun n'a été capable de me répondre. Je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, à 18 ans, quand vous commencez à bosser à 18 ans, que vous faites une carrière complète, vous pouvez partir à 60 ans. Avec votre réforme, vous partirez à 62 ans. Oui, non? Ah ben je sais pas, mais tiens, nanana. Bon. En fait, effectivement, ça retarde de 2 ans. Voilà. Et puis, de toute manière, il faut savoir... Alors après, ils nous disent, oui, mais les carrières super longues. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous savez combien il y a de personnes qui ont des carrières super longues en France? 300 personnes sur 700 000 départs en retraite. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous enfument totalement sur quelques centaines de personnes qui auraient peut-être un progrès, peut-être, hein, dans leur niveau de pension, pour la régression pour tous les autres. Voilà. Pareil, sur la pénibilité, je pourrais vous raconter, mais enfin, ils nous en font des tonnes sur la pénibilité. D'abord, il faut quand même se rappeler que c'est Macron qui a enlevé les 4 facteurs de pénibilité, dont les charges, le fait de porter des lourdes charges, dont le fait d'être en contact avec des produits chimiques dangereux. Mais là, pareil, sur la pénibilité, en réalité, tous les métiers pénibles se verront... on va devoir bosser 2 ans de plus. Hein. Les pompiers, les aides-soignants, les policiers, tous les métiers pénibles perdent ces 2 ans de plus. Voilà. L'âge de départ légal en retraite. Donc tout ça est un énorme enfumage. Voilà. Voilà, je pourrais vous en raconter d'autres comme ça. Je vais finir juste sur une chose qui me semble extrêmement importante. C'est la conjonction entre cette réforme des retraites, et c'est ce qui fera peut-être que voilà, on va gagner cette bataille, et moi je pense qu'on va la gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a une conjonction entre les colères. Et vous allez voir, il y a un lien entre la réforme, au niveau social, entre la réforme des retraites et ce qui se passe en ce moment avec l'inflation. Je m'explique. Avec l'inflation, qu'est-ce qui se passe? Un effondrement du pouvoir d'achat des Français. Je veux dire, c'est les chiffres. Il y a plus 4% en 2022 en moyenne de salaire, il y a plus 7% des prix. Donc, quand on augmente les salaires de 4% et les prix de 7%, et encore plus pour les produits de base comme l'alimentation, parce que c'est plus 12, vous aurez bien compris que le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui ont le moins de revenus, il s'effondre. C'est clair. Bon. Donc ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, le pouvoir d'achat s'effondre. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va produire, cette réforme? Eh bien, ça va être aussi un effondrement du pouvoir d'achat des retraités. Pourquoi? Parce que vous comprenez bien que ça va produire du chômage, ça va baisser les salaires, ça va aussi faire en sorte que tous ces gens qui n'ont pas d'emploi déjà à 61 ans, ils vont encore avoir une période plus importante sans emploi, donc ça diminue leur niveau de pension, vous comprenez ça? Donc la conséquence de cette réforme, c'est quoi? C'est la baisse du pouvoir d'achat des retraités qui s'ajoute à la baisse du pouvoir d'achat des salariés qui seront demain retraités. Donc qu'est-ce que c'est cette réforme? Et c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne. C'est une ponction, tout simplement, de la richesse, de ce que nous, travailleurs, de ce que nous, retraités, de ce qui provient de toutes ces... du pouvoir d'achat des étudiants, des retraités, des chômeurs, etc. C'est une ponction pour venir nourrir le capital. C'est ça qu'il y a au fond dans cette réforme. Mais c'est ce qui fait aussi que nous pouvons gagner cette bataille, parce que non seulement c'est une bataille contre cette réforme des retraites, mais c'est une bataille au fond des retraités, des étudiants, vous l'avez vu aussi, des boulangers, des petits entrepreneurs et des salariés face au grand monde du capital. C'est ça au fond qu'est cette réforme des retraites, mais c'est ça aussi cette bataille. Nous ne devons pas la mener seulement contre la réforme des retraites, nous devons la mener pour un autre projet de société au nom du partage des richesses et contre, finalement, ce projet capitaliste financier qui vient toujours plus nous ponctionner la richesse créée par le travail. Voilà, je m'arrête là. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci Aurélie et merci Hendrik. Avant de commencer et de prendre la parole à mon tour, je voudrais d'abord dire un mot de remerciement pour les camarades qui ont organisé cette soirée, parce qu'à chaque fois, il y a celles et ceux qui ont la chance de monter à la tribune pour prendre la parole, mais on n'oublie pas tous celles et ceux qui ont fait le travail pour préparer cette soirée très importante, et donc je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous. Alors, Hendrik disait tout à l'heure...
Ce soir, il y a 2 Marseillais à Arras, c'est vrai. Et peut-être que c'est un signe de l'histoire. Peut-être qu'on retiendra qu'à la veille du départ d'une grande mobilisation sociale dans ce pays, il y avait des Marseillais dans la patrie de Robespierre, en France. Et dans l'histoire, ça nous dit quelque chose. Ça nous fait une belle référence. Mes camarades avant moi ont dit déjà un certain nombre de choses. Et je pense que pour être efficace dans cette bataille, il faut répéter, répéter, répéter plusieurs fois un certain nombre d'arguments simples, faciles à comprendre. Répéter ici dans nos meetings et dans nos réunions publiques pour faire en sorte qu'ensuite, chacun d'entre nous, on puisse répéter sur les marchés, dans nos initiatives, répéter dans les réunions de famille, répéter avec les collègues, pour que tout le monde comprenne, et c'est déjà très largement le cas, tout le monde comprenne qu'il n'y a rien de bon dans cette réforme et qu'il faut se mettre en mouvement, se mobiliser, faire en sorte d'en obtenir le retrait. Donc, je ne vais pas répéter tous les éléments qui ont été donnés par mes camarades, mais juste peut-être faire quelques éléments de synthèse. Non, cette réforme n'est pas une réforme nécessaire d'un point de vue économique. Le système des retraites en France a été excédentaire en 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu plus de recettes pour le système de retraite en 2021 qu'il y a eu de dépenses pour le système des retraites en 2021. Le système des retraites a été excédentaire en 2022. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'argent qui est rentré dans les caisses de retraite en 2022 que d'argent qui a été dépensé pour nos retraites en 2022. Le Conseil d'orientation des retraites, qui est l'instance qui publie régulièrement des rapports et qui fait des prévisions sur l'évolution de notre système de retraite, dans le rapport publié au mois de septembre 2022, a dit qu'il ne reprenait pas à son compte les discours qui disaient qu'il pourrait y avoir une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Je cite la phrase telle qu'elle figure dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Donc quand M. Gabriel Attal, Mme Borne, M. Macron nous disent si on ne réforme pas nos retraites, le système des retraites va s'effondrer, ils mentent, ils disent un mensonge pur et simple et ils disent l'inverse de ce que dit le Conseil d'orientation des retraites dans le rapport qui a été publié au mois de septembre dernier. Et si vous ne croyez pas Manuel Bompard, Hendrik Davy ou Aurélie Trouvé, peut-être pas dans cette salle, vous croirez le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en 2017 disait « Le problème des retraites n'est plus aujourd'hui un problème financier ». C'est ce que disait Emmanuel Macron en 2017. Et aujourd'hui, quand vous interrogez les macronistes sur ce sujet, et vous leur dites pourquoi vous disiez en 2017 que ce n'était plus un problème financier et qu'aujourd'hui vous nous dites que si on ne réforme pas les retraites, le système des retraites va s'effondrer, ils nous disent mais parce qu'en 2017 les paramètres économiques n'étaient pas les mêmes, etc. C'est un deuxième mensonge. Parce que le même Conseil d'orientation des retraites, si vous reprenez les rapports qu'il faisait en 2017, il disait qu'en 2022, notre système de retraite allait être déficitaire. Or, en 2022, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été excédentaire. Donc les prévisions du Conseil d'orientation des retraites en 2017 étaient plus pessimistes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pourtant, en 2017, Emmanuel Macron vous disait « il n'y a pas de problème financier sur nos retraites ». Donc dire aujourd'hui qu'il y a un problème financier sur nos retraites, c'est un mensonge. Et c'est un mensonge qui vise à masquer la véritable intention de cette réforme, que sans doute les médias ne reprendront pas à leur compte, mais que vous pouvez retrouver, chacun d'entre vous. Parce qu'il suffit d'aller dans le projet de loi de finances, le budget, qui a été examiné à l'Assemblée nationale en 2022, et dans lequel il est inscrit en toutes lettres que le gouvernement a l'intention de maîtriser nos dépenses de retraite pour pouvoir financer la poursuite de sa politique de baisse des impôts pour les grandes entreprises, et notamment la suppression de ce qui s'appelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui est dans le budget voté en 2022, enfin voté 49.3, passé en force en 2022 pour 2023, qui va nous faire perdre à peu près un peu moins de 10 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires chaque année. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement s'engage dans cette réforme des retraites. Donc, premier argument, non, il n'y a pas de nécessité économique à réformer les retraites aujourd'hui. Deuxième argument, non, ce n'est pas une réforme juste.
Ça a été dit, je crois, de manière très précise par Aurélie à l'instant. Non, ce n'est pas une réforme juste quand vous allez impacter en priorité celles et ceux qui commencent à travailler tôt, celles et ceux qui ont des carrières incomplètes, celles et ceux qui ont des difficultés au cours de la vie, les plus pauvres, ceux qui meurent les premiers. Il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie dans ce pays entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Et donc quand on met la retraite à 64 ans, c'est d'abord les 5% les plus pauvres qui sont impactés parce que c'est ceux qui pourront moins en profiter que les autres. Donc c'est une réforme qui est une réforme profondément injuste. Oui, mais monsieur Bompard, partout en Europe, on met l'âge de départ à la retraite à 64, 65 ou 67 ans. Pourquoi on ne le ferait pas en France? Alors sur ce sujet, j'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des pays en Europe dans lesquels l'âge de départ à la retraite est à 60 ans pour les femmes. C'est le cas en Autriche, par exemple. Il y a des pays en Europe où l'âge de départ à la retraite, il est de 62 ans pour tout le monde. C'est le cas en Suède, par exemple. Il y a des pays en Europe où la durée de cotisation, elle est de 40 annuités, pas de 43. C'est le cas au Portugal, c'est le cas en Grèce. Donc c'est pas vrai de dire que partout en Europe, ils font ça, et donc on devrait faire la même chose. Deuxièmement, parce que la France a une spécificité par rapport à les autres pays européens, et même si malheureusement ça s'est dégradé, en particulier ces dernières années, c'est que c'est en France qu'on a le pourcentage de retraités pauvres le plus faible par rapport aux autres pays d'Europe. Donc on n'est peut-être pas obligé de s'aligner sur l'exemple des autres pays d'Europe si c'est pour faire en sorte que nos retraités soient pauvres à nouveau. Et puis, puisqu'on est dans la patrie de Robespierre ici, j'ai envie de donner un autre argument. C'est que si Robespierre, en 1788, 1789, on lui avait dit bon, partout en Europe, il n'y a que des monarchies, donc pourquoi faire la République en France? Sans doute, ils auraient utilisé cet argument. Ben, on a fait la République en France et tous les autres pays en Europe, à la fin, ils nous ont suivis. Alors des fois, c'est bien aussi. C'est bien aussi d'être à l'avant-garde, d'être ceux qui ouvrent la brèche, ceux qui considèrent que oui, dans ce pays, quand on a travaillé toute sa vie, eh ben, on peut profiter d'un temps à la retraite. Que certes, l'espérance de vie, elle a augmenté. Ça, c'est l'argument que vous entendez souvent. C'est pas faux. L'espérance de vie, elle a augmenté. Moins malheureusement ces dernières années. Notamment parce que depuis qu'on se met à retravailler plus longtemps, eh ben, l'espérance de vie, elle augmente moins vite, voire elle stagne. Et l'espérance de vie en bonne santé, en France, l'espérance de vie en bonne santé, en France, c'est autour de 64 ans pour les hommes et entre 65 et 66 ans pour les femmes. Et que quand on veut mettre l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'est donc qu'on considère qu'on a le droit de pouvoir vivre quelques semaines, quelques mois, peut-être juste 1 ou 2 années quand on est une femme en moyenne, en bonne santé à la retraite. Ben non, la retraite, c'est pas juste quand on est malade. La retraite, c'est aussi avoir un temps où on est en bonne santé et on peut s'engager, on peut faire vivre la solidarité, on peut faire de l'activité associative, on peut être maire de sa commune. Parce que vous vous rappelez, à chaque fois ils nous disent « mais plus personne ne veut être maire dans les petits villages de sa commune ». Souvent les maires, ils ont plus de 60 ans. Parce qu'ils consacrent un temps du moment à la retraite pour s'occuper des autres, s'occuper de la ville. Ben, comment on va faire si tout le monde doit travailler jusqu'à 62, 63, 64, 65, 66, 67 ans, comme disait Édouard Philippe. Et dans ce registre-là, peut-être que demain, ils iront encore plus loin. Donc, c'est vrai, l'espérance de vie, elle a un petit peu augmenté. Moins vite ces derniers temps, et l'espérance de vie en bonne santé, elle a stagné. Mais ce qu'on dit jamais dans ce débat, c'est qu'il y a autre chose qui a augmenté, de manière très forte. C'est la productivité du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quantité de richesse que produisaient 3 personnes dans les années 70, bah aujourd'hui, il faut seulement 1 personne pour la produire. Ou pour le dire autrement, quand il fallait passer 3 heures au travail pour produire une quantité de richesse donnée, eh ben aujourd'hui, on est capable de produire cette même quantité de richesse en passant 1 heure au travail. Et donc, il est normal qu'on travaille moins longtemps parce qu'on est plus productif. Et donc, la seule question qui nous est posée,
c'est qui profite de ces gains de productivité? Est-ce que ce sont les salariés qui profitent de ces gains de productivité pour dire on travaille mieux qu'avant, parce qu'il y a des machines, parce qu'on est mieux formé, on travaille mieux qu'avant, donc on peut travailler moins? Ou est-ce qu'on considère que c'est les profits des grandes entreprises, des multinationales, les dividendes des actionnaires qui doivent profiter de ces gains de productivité? Est-ce que ces gains de productivité doivent nous permettre tous de travailler moins longtemps, ou est-ce qu'ils doivent permettre à une toute petite minorité d'engranger encore plus de bénéfices, encore plus de richesses, encore plus de dividendes? Il y a 2 jours a été publié un rapport par l'ONG Oxfam. Ce rapport publié par l'ONG Oxfam, il dit que depuis 2 ans, la fortune des 42 milliardaires français a augmenté de 60%. Depuis 2 ans. Alors qu'on est tous face à des grandes difficultés économiques, que les prix des produits de première nécessité s'envolent, que les prix de l'énergie s'envolent, que les prix du carburant s'envolent. Et on nous dit c'est à vous de faire des efforts, alors que les 42 milliardaires ont vu leur fortune augmenter de 60%. Le rapport publié par l'ONG Oxfam, il dit, si on prend chaque année 2% de la fortune de ces 42 personnes, même les pires prévisions du Conseil d'orientation des retraites sur le déficit à horizon 2027-2030 de notre système de retraite, on a trouvé la réponse et la solution. 2% chaque année de la fortune de 42 personnes pour générer les 10-12 milliards d'euros que, soi-disant, selon le Conseil d'orientation des retraites, qui pour l'instant s'est à peu près toujours trompé sur ses prévisions, il pourrait manquer dans notre système en 2030, avant que notre système redevienne excédentaire en 2050. C'est ça, les prévisions du Conseil d'orientation sur les retraites. Donc non, ce n'est pas une réforme nécessaire, elle n'est pas juste. Ce n'est pas parce que l'espérance de vie a augmenté qu'on doit forcément travailler plus longtemps. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels on va jusqu'à 67 et peut-être demain jusqu'à 70 ans qu'on doit faire la même chose en France. Non, il n'y a pas de retraite minimum à 1 200 € pour tout le monde. Aurélie l'a très bien expliqué à l'instant, je n'ai pas besoin d'y revenir. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus d'arguments que ça. La bataille, elle se mène sur différents fronts. La bataille, elle se mène d'abord, c'est une bataille de l'opinion, une bataille idéologique. Et si on fait ces réunions publiques, si on essaye de vous donner ces arguments, c'est pour que chacun puisse y participer de cette bataille. La bataille, elle va se mener à l'Assemblée nationale. Vous avez 3 députés ici, vous pouvez compter sur nous, on ne se laissera pas marcher sur les pieds, on va se battre pied à pied. Mais sachez que cette bataille, elle va être difficile. Elle va être difficile parce que le gouvernement a choisi, à nouveau, une tactique parlementaire pour passer en force. Et il faut le dire, ça aussi. Parce que ça n'a pas encore été suffisamment expliqué. Vous connaissiez sans doute le 49.3. Je ne sais pas si vous connaissiez le 47.1. 47.1, c'est l'article de la Constitution que utilise le gouvernement dans cette bataille des retraites. Normalement, quand on a un projet de loi, quand on a un gouvernement a la volonté de faire passer quelque chose, il fait un projet de loi, il soumet ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le projet de loi est débattu, discuté à l'Assemblée nationale, ensuite il est débattu au Sénat, ensuite il y a des allers-retours, et puis à la fin, s'il est voté à l'Assemblée nationale et au Sénat, ou s'il n'y a pas d'accord en dernier recours à l'Assemblée nationale, le projet de loi s'applique. Mais ça prend du temps. Et donc le gouvernement, pour passer en force, il a utilisé une méthode particulière, c'est le 47.1. Chaque année, en France, on vote 2 budgets. Ce qui s'appelle le PLF, projet de loi de finances, et PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. On vote chaque année 2 budgets qui permettent d'ajuster les comptes. Ça se fait entre la discussion parlementaire commence au mois de septembre sur le sujet, et puis au mois de décembre, c'est terminé. C'est ce qu'on a fait depuis en octobre, novembre, décembre. C'est ça qui a donné lieu, vous savez, à 10 49.3, parce qu'ils n'avaient pas de majorité pour faire voter leur budget. Et puis on a la possibilité, comme c'est le cas parfois dans des communes, je crois qu'il y a des élus locaux dans la salle, d'examiner en cours d'exercice des budgets rectificatifs. Un budget rectificatif, ça sert à quelque chose. C'est pas fait pour faire n'importe quoi. Un budget rectificatif, c'est s'il y a eu une augmentation importante du coût de l'énergie, peut-être que le budget qu'on avait préparé pour l'année, il n'était pas bien ajusté, donc on change 2-3 paramètres dans le budget. C'est à ça que ça sert, un budget rectificatif. Là, ils ont la volonté d'utiliser le budget rectificatif de la sécurité sociale pour glisser à l'intérieur la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que
les discussions budgétaires, elles ont des conditions particulières dans la Constitution. Et notamment, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sa durée d'examen, elle est limitée à 50 jours. 20 jours pour la première lecture à l'Assemblée nationale, 50 jours en tout. Ça veut dire quoi? Si au bout de 50 jours, on n'a pas voté le texte de loi, le gouvernement a le pouvoir de légiférer par ordonnance, sans vote. Ça, c'est la méthode législative qu'ils ont utilisée. C'est clairement un détournement de la Constitution. Quand les projets de loi de finances de la sécurité sociale ont été mis en place, c'était en 1996, il était dit très clairement que les budgets rectificatifs, ça permettait, et ça ne devait pas servir de cavalier social, c'est-à-dire pour y introduire des textes de loi qui devraient passer par un projet de loi classique. Les budgets rectificatifs de la sécurité sociale, ça a été utilisé 2 fois dans l'histoire. Une fois, c'était en 2011, c'était conjoncturel. Ce que je disais tout à l'heure, il y avait des paramètres économiques qui étaient modifiés, donc il fallait les modifier, etc. Une fois en 2014, François Hollande à l'époque, quand il a annoncé son fameux pacte de responsabilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il est venu un 1er janvier, il a fait les vœux aux Français, il a dit on va baisser les cotisations pour les entreprises de 20 milliards, ça va s'appeler le pacte de responsabilité. Et donc il a utilisé un projet de loi de finances de la sécurité sociale pour le faire. C'était déjà une forfaiture démocratique. Mais la différence, c'est qu'il est arrivé le 1er janvier avec un nouveau projet. Et donc c'est ce qu'il a fait, il a utilisé cette méthode législative pour le faire. Là, on parle d'un sujet, les retraites, dont le gouvernement ne cesse de dire que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Donc si c'était dans le programme d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, il n'y a pas besoin de le glisser dans un budget rectificatif qui fasse un projet de loi pour qu'on ait le temps d'en débattre. Mais en vérité, ils font ça pour nous empêcher d'en débattre. Dans le cas actuel, tel que ça, les choses s'avancent, on risque de disposer de 12-13 jours maximum dans l'hémicycle sur ce sujet. Alors vous les entendez tous crier obstruction, obstruction, la France insoumise, vous avez dit que vous allez faire 75 000 amendements. Mais on n'a même pas besoin de faire 75 000 amendements. Il n'y aura pas le temps pour discuter 75 000 amendements. Ils nous ont bloqués dans le temps, ils nous empêchent de pouvoir débattre de ce sujet et ils font une sorte de 49-3 déguisé. Voilà. Donc nous, on va la mener, la bataille à l'Assemblée nationale, c'est clair. On va essayer de faire sortir des arguments, on va mettre en difficulté le gouvernement, on va montrer qu'on a des propositions alternatives, on va faire tout ça. Mais on ne gagnera pas si à la fin, il n'y a pas une pression qui s'exerce dans la rue, s'il n'y a pas une grève, un mouvement de grève massif qui se met en place dans ce pays. Ils ont peur. Ces derniers jours, on entend les députés, les républicains qui soi-disant avaient fait un accord avec Macron. Maintenant, on apprend que dans le groupe LR, il y a 60 députés LR. À peu près la moitié qui n'ont pas trop envie de voter la réforme. Depuis 2-3 jours, on voit qu'il y a 2-3 députés macronistes qui disent qu'en l'état, ils ne voteront pas cette réforme. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu une réunion mardi du groupe macroniste à l'Assemblée nationale où ils ont été obligés de dire personne ne s'exprime. La réforme, elle était dans notre programme, maintenant on la met en œuvre. Ils ont peur. Et s'il y a la pression qui s'exerce dans la rue, s'il y a de la pression qui s'exerce par la grève, on les fera céder. On peut les faire céder. C'est même possible qu'ils n'arrivent pas à avoir de majorité parmi les députés à l'Assemblée nationale pour soutenir ce texte de loi. On peut les faire céder, on peut gagner. C'est possible de gagner. Mais ça ne passera pas que par l'Assemblée nationale. Et donc, il faut être en capacité de déclencher cette mobilisation sociale dont on a besoin. Clairement, demain, c'est un point de départ. Mais il faut que le point de départ soit réussi. Il faut que tout le monde y soit. Il reste encore quelques heures pour préparer la mobilisation. Je crois que c'est 9h30, si j'ai bien entendu l'information. Demain, ici à Arras, mais je sais qu'il y a des gens peut-être d'un peu partout dans le département. Passez les textos, les messages, faites en sorte que tout le monde soit là. C'est très important. Samedi, c'est une initiative d'une autre nature, mais elle est importante aussi. C'est une initiative nationale. C'est une marche nationale. C'est plus difficile, bien sûr, de monter à Paris. L'objectif, c'est pas qu'il y ait autant de monde samedi que ce qu'il y a jeudi. Jeudi, il y a des manifestations partout en France. Mais c'est important samedi, parce que c'est à l'appel de la jeunesse. Parce qu'on sait que les pouvoirs, les gouvernements, ils ont peur quand la jeunesse se met en mouvement. Et donc, on a besoin de les aider, de les encourager, de les soutenir, les jeunes qui se mettent en mouvement. Et j'espère qu'ils vont continuer à le faire. Il y a des âgés qui se préparent dans les universités.
Il y a des jeunes qui ont envie de se bouger. Et il n'y a pas besoin de les caricaturer, comme l'a fait, je ne sais plus, ou Pascal Praud, ou je ne sais pas qui dit pourquoi les jeunes s'occupent de leur retraite. Eh bien, c'est une fierté que les jeunes dans notre pays s'occupent de leur retraite. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils devraient être égoïstes et que penser qu'à eux, parce qu'ils pensent aux autres, parce qu'ils ont une idée, ils se font une idée du partage de la richesse, de la solidarité entre les générations. Et c'est bien que les jeunes s'emparent de ce sujet. Et donc, samedi, c'est important d'être à Paris à la manifestation aussi. Et puis, j'imagine qu'il y aura d'autres dates de manifestations qui sont prévues aussi à l'appel de l'intersyndicale dans les prochains jours. Et puis ça a été dit, il faut aider, soutenir, appuyer quand les salariés localement ils décident de rentrer en grève, de reconduire la grève. Bien sûr, ce n'est pas notre rôle. Et même si on voulait le dire et le faire, on n'a pas inventé le bouton grève générale, il n'existe pas. C'est les salariés qui doivent se réunir entre eux et dire est-ce qu'on passe à la suite ? Est-ce qu'on continue le mouvement? Mais en tout cas, dès qu'ils le décident, dès qu'ils le font, on doit les aider, on doit les appuyer, on doit les soutenir. Il y a des caisses de grève qui se mettent en place, il faut les aider. Il faut se rendre disponible pour leur montrer qu'on est à leur côté et qu'on les appuie. Parce que oui, s'il y a un mouvement de grève reconductible dans ce pays, sur un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs stratégiques, n'oubliez jamais qu'Emmanuel Macron, il est là aussi pour satisfaire les intérêts, quelques intérêts économiques d'une petite minorité de personnes, mais que cette minorité de personnes, elle a beaucoup à perdre dans un mouvement de grève, de blocage du pays. Et que ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont aller le voir, Emmanuel Macron. Et ils vont lui dire, t'es bien gentil avec ta réforme des retraites, mais là, elle nous coûte très cher. Donc maintenant, il faut arrêter. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un rapport de force. Et ce rapport de force, pour le gagner, il faut qu'il y ait des mouvements de mobilisation et de manifestation massives, plusieurs millions de personnes dans la rue, et il faut qu'il y ait des mouvements de grève. Voilà pourquoi c'est si important d'être présent demain, d'être présent samedi dans la rue. Voilà pourquoi c'est important aussi de faire ces meetings, ces réunions publiques, ces initiatives. Parce qu'il faut continuer cette bataille de l'opinion qui va être importante. Ils vont tout faire, vous le savez. Ils vont nous dire qu'on est des violents. Ils vont envoyer des casseurs dans les manifestations pour essayer de nous salir. Ils vont tout faire, vous les connaissez. Et puis après, ils vont faire des sondages. Et puis ils vont dire que le mouvement, le soutien à la grève fléchit. Parce que vous comprenez, il y a eu des violences, donc on n'a pas envie d'être du côté des violences. On connaît tout ça, vous connaissez. C'est la même histoire, le même scénario à chaque mobilisation. Donc il faut faire le travail. Le travail de conviction, le travail d'information, pas se laisser intimider par tout ça. En tout cas, nous, on va le faire, ce travail. On va se battre, on va se mobiliser. Dans la rue, dans les meetings, avec nos camarades de la NUPES partout en France. On initie des meetings. Il y avait un meeting hier, un premier meeting hier à Paris. On sera en appui de la mobilisation. Il y aura un tract de la NUPES qui sort ce soir là, et que vous pourrez commander. On essaye d'organiser aussi des ateliers de lecture du texte de loi pour que les gens le comprennent, se l'approprient et les arguments pour le faire. Voilà, c'est une bataille de tous les instants qui s'ouvre. Et c'est une bataille décisive, ça a été dit par Hendrik tout à l'heure. Bien sûr, le sujet, c'est les retraites, mais ce n'est pas que les retraites. Parce que vous savez très bien que si Macron gagne sur les retraites, alors il aura la main pour imposer la suite de son programme. Mais qu'à l'inverse, si on arrive à le faire reculer sur les retraites, alors il sera bloqué. Alors la question du retour aux urnes, la question de revoter tout simplement, de dire « j'ai été battu, maintenant quelle direction veut prendre le pays ?» Il y sera contraint. Donc pour ça, il faut le faire reculer, et ça va être dur, parce qu'il ne lâchera pas comme ça. Parce que lui aussi, il connaît les conséquences s'il dit « je retire ce texte de loi ». Voilà, c'est une bataille dure qui s'avance, c'est une bataille dure qui s'annonce. Nous, on a la motivation, la détermination, je sais que vous l'avez. Tous les signaux qu'on a partout en France, c'est qu'il y a du monde. Y compris parfois des militantes, des militants qui s'étaient mis un peu sur le côté pendant les premiers mois parce que la campagne présidentielle, on est tous là, et puis au bout d'un moment, on a d'autres occupations aussi. Ils sont en train de revenir, pensez à eux, appelez-les, mobilisez, mettez-les dans la lutte. Parce que là, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin de notre cohésion, on va avoir besoin de notre unité, on va avoir besoin de notre détermination pour gagner. Voilà ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Alors, parce qu'on est dans la patrie de Robespierre, je me suis dit que c'était bien de terminer avec une petite citation de Robespierre, quand même. Alors, regardez, on va s'adresser aux parlementaires de tous bords. Et on va leur dire, comme disait Robespierre, « Et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice. Que le plus sûr garant de la tranquillité publique,
c'est le bonheur des citoyens. Voilà ce que disait Maximilien Robespierre. Je m'arrête avec lui parce que je pense que ça doit nous guider. Merci beaucoup.